Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Philippe Dunoyer, député de la première circonscription. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre actualité, c'est notamment le bilan de votre mandat. Vous l'avez dressé récemment. Et puis, c'est aussi bien sûr l'élection présidentielle et les élections législatives avec une éventuelle candidature sur laquelle vous avez jusque-là refusé de vous exprimer. Emmanuel Macron a donc été réélu pour un second mandat, c'est encore tout frais, c'était lundi matin pour nous. C'est le candidat que vous aviez soutenu, vous êtes donc satisfait, on imagine? Oui, merci pour votre invitation d'abord. Et oui, effectivement, bien sûr, très, très satisfait que le président de la République soit reconduit pour les raisons qu'on a évoquées et que je reprendrai rapidement. D'abord, celles qui reviennent sur sa manière d'appréhender le dossier calédonien. Parce qu'on y reviendra probablement dans l'interview, mais il y a quand même eu beaucoup de progression dans ce dossier calédonien ces 5 dernières années, un investissement personnel de sa part et du plus haut niveau du gouvernement. Édouard Philippe en tant que Premier ministre et Sébastien Lecornu en tant que ministre des Outre-mer. Mais pas seulement. Il y a aussi eu, de manière plus générale, un président qui a protégé les Français contre une crise, une pandémie mondiale. Et je pense que tout le monde ici, même la candidate du deuxième tour, Marine Le Pen, a reconnu que là-dessus, il y avait eu des progrès, des avancées et une manière de gérer qui était tout à fait satisfaisante, comme sur la crise ukrainienne également. Donc c'est un président qui a restauré la parole de la France à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, qui s'est impliqué, qui a réalisé des progrès économiques, et je pense bien sûr au taux de chômage dont on parle très peu parce que bien sûr par ailleurs il y a le pouvoir d'achat qui préoccupe nos compatriotes et les Calédoniens, mais voilà, sans rentrer dans le détail, je pense que c'était très important et utile surtout dans la perspective de la sortie de l'accord de Nouméa d'avoir ce président qui a passé 5 années à suivre de très près l'avenir et la sortie de l'accord de Nouméa. On va revenir sur tout ça, mais donc c'est pour ça que vous l'avez soutenu alors que vous êtes affilié à l'UDI comme Philippe Gomez et que le candidat que soutenait votre parti c'était Valérie Pécresse, mais vous avez fait le choix de soutenir Emmanuel Macron dès le premier tour, hein. Oui, exact. Dans UDI, il y a un I qui veut dire indépendant. Donc cette indépendance, à la fois dans le vote sur les textes et dans le positionnement, on y est très attaché. On l'a été pendant 5 ans. Dès 2017, j'avais appelé à voter, à soutenir Emmanuel Macron au second tour. Pendant les 5 années à l'Assemblée nationale, j'ai voté, en tout cas soutenu et voté un certain nombre de lois, la programmation militaire, la lutte contre le terrorisme, la confiance dans l'institution judiciaire, la protection des victimes de violences, enfin les lois de finances naturellement. Donc il n'y a pas de discontinuité. Ça aurait été au contraire étonnant qu'après avoir pendant 5 ans soutenu cette politique, je soutienne quelqu'un d'autre. Ah, mais objectivement, vous parliez des raisons et on sait que les soutiens à Emmanuel Macron ont beaucoup mis en avant effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, et puis la gratitude, la reconnaissance envers le chef de l'État. Vous avez vraiment le sentiment que la situation de la Nouvelle-Calédonie s'est améliorée pendant ces 5 ans? Parce qu'on a l'impression qu'on en est toujours, on est revenu à la case départ, qu'on n'a pas vraiment de vision d'avenir. Alors, merci de poser la question. Je pense que c'est important de toujours regarder aussi le verre à moitié plein. Il n'est jamais totalement plein. Et donc aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que c'est la vérité. On est dans une situation qui peut inquiéter et qui inquiète les Calédoniens parce qu'il n'y a plus de discussion sur l'avenir institutionnel depuis l'organisation du troisième référendum. Mais entre-temps, et je pense qu'il ne faut pas l'évacuer trop vite parce qu'en 2017 et en 2018, ça a inquiété tout le monde, il a fallu organiser 1, puis 2, puis 3 référendums. Et tout le monde était très inquiet à la perspective de l'organisation de ces référendums. Maintenant, on sait qu'ils se sont bien passés, donc on se dit, ben non, finalement, c'était normal. Non, c'était ni normal, ni facile. Ça a nécessité d'ailleurs beaucoup de discussions. Sous la baguette du président de la République et du Premier ministre d'alors, Édouard Philippe. Il a fallu modifier la loi organique, faire donc voter le Parlement en ce sens, organiser des systèmes électoraux particuliers, je pense au bureau de vote délocalisé par exemple. Mais enfin, voilà, tout ça, il ne faut pas le balayer parce que ça a contribué, la tenue de ces 3 référendums, leur bonne tenue, la validité des résultats qui en sont issus, ça a permis de faire avancer la Nouvelle-Calédonie puisque ces 3 référendums étaient prévus, ils ont été organisés et maintenant s'ouvre la dernière partie, la plus compliquée peut-être, mais la plus importante, qui est celle de savoir vers quoi on va tourner et proposer les Calédoniens en termes d'avenir. Une partie sur laquelle on n'a pas avancé, reconnaissait que l'accord de Nouméa était était signé pour 20 ans et qu'on a l'impression qu'au bout de 22, 20, 23, bientôt 24 ans, on n'a pas progressé du tout. Alors, moi, On n'a pas de vision d'avenir, on ne sait pas où on va aller. Oui, bien sûr, si on regarde simplement, est-ce qu'aujourd'hui on a un projet d'avenir, est-ce que les Calédoniens ont été sollicités pour le valider? La réponse est non. Mais est-ce qu'on peut réduire la totalité ou du quinquennat ou des 20 ou des 30 dernières années à ça? Non. Aujourd'hui, c'est l'urgence. On est obligé
et on en reparlera certainement plus tard, au sens premier du terme, de faire ce qui est nécessaire de faire pour permettre enfin de dégager un avenir. C'est la préoccupation essentielle des Calédoniens, ils ont raison, avec celle du pouvoir d'achat. Mais non, on a progressé. Il y a eu un écueil qui s'est présenté, c'est celui de l'entrée de la Covid en Nouvelle-Calédonie, fin 2021, ce qui a perturbé, alors qu'ils étaient prêts à s'inscrire dans cette troisième campagne, les élus indépendantistes. Nous, on n'était pas, à titre personnel, très très favorable au deuxième et au troisième. On l'avait déjà dit, donc je ne change pas d'avis là-dessus. On pense toujours que le premier aurait dû nous suffire pour avoir la réponse. La réponse était claire, c'était pas la peine de poser 3 fois la question aux Calédoniens. D'autres l'ont voulu, ils en avaient le droit, et donc les référendums sont passés. Entre-temps, il s'est écoulé 2 ou 3 années qui ont effectivement un peu été perdues, si on considère qu'on aurait pu faire autre chose. Mais moi, je ne regarde pas le passé avec un œil défaitiste. Je me tourne résolument vers l'avenir, et je suis optimiste sur notre capacité à en sortir. L'avenir immédiat sont les législatives, hein, c'est les 12 et 19 juin. Vous arrivez au terme de votre premier mandat. Vous avez été élu en 2017. Qu'est-ce que vous retenez de cette première expérience? C'est la première fois que vous siégez Oui. dans une assemblée, dans l'Assemblée nationale. Oui, alors c'est très compliqué de résumer. Mais il y a d'abord un sentiment d'une infinie reconnaissance de la confiance qui m'a été confiée en 2017, et je le dis vraiment avec beaucoup de franchise. C'est un honneur et une responsabilité rare. Donc moi, je me suis investi totalement dans ce mandat, et c'est le sens du bilan également que j'ai tenu à présenter pour rendre compte aux électeurs en général, qu'ils aient voté ou pas pour moi sur ce travail. Ça a été aussi une année, un quinquennat particulier, traversé déjà au départ avec encore la menace terroriste qui était très présente, puis les pandémies, et puis à la fin maintenant avec ce conflit ukrainien qui inquiète tout le monde. Mais à côté, il y a quand même eu des lois très importantes qui sont passées. Et puis moi, je considère que les Calédoniens doivent pouvoir compter sur les députés, les parlementaires, pour être leur relais. Et là-dessus, c'est très important d'être constant, toujours, et acharné parfois, pour faire avancer les dossiers. Je vais en citer quelques-uns, et ça me permettra d'ailleurs, si vous permettez, de rendre un hommage à Bernard Ponce qui nous a quittés, puisque il est notamment le père de la première loi de défiscalisation, mais le sujet de la défiscalisation était menacé, comme à chaque quinquennat. Il a fallu que je me batte auprès du ministère de Bercy pour modifier le Code général des impôts et permettre un nouveau dispositif plus pérenne de rendre toujours intéressants ces investissements. Et ces investissements, pour les illustrer, ce sont des milliards qui permettront bientôt l'ouverture d'un hôtel intercontinental à Lifou, qui a permis le renouvellement de la flotte d'Aircalin, le renouvellement de la flotte d'Aircal ou de Car Sud, la construction du complexe MK2 à Nabéa, ou le projet Lucie de l'usine du Sud. Et là-dessus, à chaque fois, ce sont des centaines d'emplois en termes de construction et dans le fonctionnement qui sont créés avec. Donc c'est de la valeur ajoutée, c'est de la richesse, c'est de l'emploi, et c'est pour ça que cet outil est nécessaire. Je vais citer aussi les primes d'installation pour les militaires, parce que c'est un dossier... Ça vient de se concrétiser. Dont le décret vient de sortir. On avait l'engagement tenu donc de la ministre des Armées, Madame Parly. C'est un décret qui date de 1950. Il a fallu attendre 72 ans donc pour qu'enfin les militaires originaires du Pacifique, donc Wallis et Futuna, Polynésie et Nouvelle-Calédonie, soient traités de la même manière que ceux qui sont originaires des autres territoires ultramarins lorsqu'ils sont affectés en métropole. Les bourses, c'est très important pour les jeunes, et notamment pour ceux qui vont pouvoir y accéder, parce que pour certains d'entre eux, ne pas être boursier, ça signifie ne pas poursuivre ses études en métropole. On a modifié les critères, comme vous le savez, et maintenant, à la rentrée de septembre 2022, c'est 200 jeunes étudiants qui pourront accéder à ces bourses, 500 étudiants déjà boursiers qui auront des montants revalorisés, et on sait que les bourses, c'est un accès prioritaire à des logements, c'est des repas qui sont très, très peu cher, je dirais à 1 euro. C'est des frais d'inscription qui ne sont pas à verser. C'est un billet d'avion aussi aller-retour chaque année pour permettre de venir se ressourcer en famille. Enfin, voilà, ça permet la réussite à 200 et à 700 enfants. Enfin, c'est des jeunes maintenant, ce ne sont plus des enfants, pardonnez-moi. Et puis il y a l'ITR, j'ai dit quelques mots de l'ITR, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que lui, ce dossier-là... Que ce soit pas trop technique. Non, je vais être très rapide. Ça concerne des fonctionnaires de l'État qui vont devenir retraités. C'est un dossier qui était totalement enterré depuis 2008, alors qu'il y avait une promesse en 2008 tenue par Yves Gégaud d'ouvrir des discussions pour compenser la disparition de cet ITR. Et sans rentrer dans le détail, je suis parvenu avec la ministre de la fonction publique à ouvrir ce dossier. Un comité vient de se réunir le 15 mars et se réunira encore à 2 reprises d'ici à la fin de l'année pour rendre des recommandations. Pour vos auditeurs, ça concerne potentiellement un peu plus de 3000 Calédoniens. La responsabilité, l'action d'un député calédonien, on se pose souvent la question, c'est
les relations, maintenir des relations avec la métropole, c'est travailler sur la vie quotidienne, et c'est un peu les Mm. dossiers que vous citez, ou c'est s'engager dans la préparation de l'avenir C'est institutionnel? les trois. C'est les trois. Moi, je ne conçois pas, et d'ailleurs, il faudrait surtout pas que l'action des parlementaires en général soit déconnectée des problématiques quotidiennes. Bien sûr, il y a quand même beaucoup de compétences qui sont exercées localement, comme vous le savez, donc la majorité des réponses sont entre les mains des institutions locales, mais je viens de vous citer quelques exemples, il y en a d'autres où on voit que l'action résolue d'un parlementaire permet de répondre concrètement à des problèmes concrets. Et il y en a encore qui se présentent. Mais bien entendu, on ne peut pas faire l'impasse sur ce dossier d'avenir institutionnel, parce qu'à Paris, les connaisseurs du dossier sont quand même de moins en moins nombreux, c'est un fait. C'est un dossier qui est complexe, je le reconnais. Expliquer, ça nécessite de passer du temps, de créer des réseaux, ce que j'ai eu le temps de faire en 5 années, non seulement dans les ministères, ou à Matignon et à l'Élysée, mais là ce sont des collaborateurs du président ou du Premier ministre, mais avec mes collègues à l'Assemblée nationale, au sein de la mission sur l'avenir institutionnel. Et c'est très utile parce que, par exemple, lorsque la loi est venue en 2018 pour inscrire d'office tous les natifs de Nouvelle-Calédonie sur la liste électorale référendaire, même si le consensus était adopté localement, il fallait qu'on ait le même consensus à l'Assemblée nationale. Et pour ça, il a fallu des explications. Donc on est vraiment un porte-parole, un défenseur, un relais des préoccupations calédoniennes à Paris. Vous parlez du corps électoral, justement, vous n'êtes pas parvenu, et vous le déplorez, à faire rétablir l'équité, en revanche, entre Oui. électeurs de droit commun et électeurs de droit coutumier. Les seconds sont inscrits d'office, pas les premiers. Ouais. Pourquoi est-ce que là, vous n'y êtes pas arrivé, justement? C'est mon plus grand regret, je vous le dis sans secret là-dessus. D'abord, cette proposition qu'on a déposée fin 2019 et qui a été débattue 2020, elle tirait simplement l'enseignement qu'en 2018, nous étions mis d'accord pour inscrire d'office tous les natifs, quel que soit leur statut, donc de droit coutumier ou de droit commun, sur la liste référendaire sans qu'ils fassent de démarche. Mais malheureusement, pour le deuxième et pour le troisième, on nous annonçait c'est une inscription avec une discrimination. Et moi, je ne peux pas admettre qu'il y ait une discrimination entre Calédoniens, quel que soit leur statut, quand il s'agit de les inscrire sur la liste référendaire. Ce qui a fait défaut par rapport à 2018, c'est qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, je dirais, il n'y avait pas, contrairement à 2018, de consensus sur ce sujet. Et là-dessus, j'ai senti, et je n'ai pas réussi à convaincre mes collègues, et je le regrette, que ce consensus était une condition sine qua non pour obtenir une modification d'une règle qui n'est pas une règle pratiquée en métropole, pour que vos auditeurs le comprennent. C'est vraiment une règle spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Mais il n'est pas compréhensible, et au moins, ça servira à ça, je l'espère, dans la prochaine mandature, que ce dossier-là reste en l'état et qu'on ait une discrimination entre les Calédoniens pour ce droit fondamental de voter pour le référendum. Cette question du corps électoral, ce sera l'un des points durs des prochaines discussions, à votre avis? Et Ce vous, sera... vous le voyez comment? Alors, ce sera de toute Parce façon... que là, il n'y a pas consensus, on en est sûr. Oui, oui, oui. Oui, il y a d'autres sujets effectivement sur lesquels il n'y a pas de consensus, mais c'est justement pour ça qu'il faut qu'on en discute. C'est un sujet qu'il sera obligatoire d'ouvrir. Là, juridiquement, il n'y a pas la moindre question à se poser, parce que l'arrêt EPI, l'arrêt de la Cour européenne de justice, avait donné un temps limite, je dirais, à cette restriction, qui est celle de la durée de vie de l'accord de Nouméa. Puisqu'il s'agit de sortir de l'accord de Nouméa, on va devoir aborder ce sujet, et ça, il faut que tout le monde en soit conscient. Et les indépendantistes, notamment, on ne pourra pas faire abstraction. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été dit de manière très précise dans le document produit par Sébastien Lecornu en juin 2021 à Paris. Un document, certes, issu du ministère, mais sur lequel l'Union calédonienne qui était présente n'avait pas émis de remarques ou d'objections. Donc, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ça va être tout l'enjeu des discussions qui vont s'ouvrir. C'est pas moi, je peux pas avoir la prétention tout seul. Je ne risquerai pas de trouver la solution sur des problèmes quels qu'ils soient. Je pense qu'il faut laisser la place à la discussion. Je sais que de toute façon, il est nécessaire d'y revenir. On ne peut pas maintenir une discrimination comme ça sur le long terme, c'est impossible. Je sais aussi que ce sera un point dur. Eh bien, allons au point dur, discutons, affrontons-nous sur le plan des idées et trouvons un équilibre. Mais justement, on constate quand même un durcissement de la position des indépendantistes depuis quelques semaines, d'ailleurs. Ils réclament la pleine souveraineté pour 2025, où le PALICA veut même un référendum organisé par l'ONU. Ce sont des postures où vous pensez que le dialogue va être possible dans les prochains mois? Alors écoutez, déjà, je constate, pour l'avoir entendu directement, que le président du Congrès recomitant, lors d'un débat à la télé sur NC Première lundi, a indiqué qu'il était prêt à la reprise de discussion, ce que d'ailleurs les indépendantistes n'ont jamais vraiment caché, mais ils le font dans un mode qui n'est pas acceptable, puisque la reprise de discussion est d'abord conditionnée à des bilatérales
Alors, si ça peut être un point d'entrée, pourquoi pas, mais il ne faut pas on oublie qu'il y a aussi des partenaires d'un indépendantiste et que c'est à trois qu'on a avancé depuis 1988. Donc, les bilatérales toutes seules, ça ne peut pas être la solution, c'est sûr. Mais au moins, je retiens le côté positif, il y a bien, depuis la réélection d'Emmanuel Macron, la perspective de reprendre les discussions. Il va le falloir, et il va le falloir très très vite, que tous ensemble. Donc, Ah oui, mais je on dis dit bien très à vite, trois. et en même temps, on sait que ça pourra pas être. Logiquement, ça peut pas être avant septembre si on veut que ce soit à 3. Le Oui, temps que se mais passent les vacances métropolitaines, enfin, oui, la vous avez constitution du gouvernement, les oui. vacances métropolitaines, Oui, etc. vous avez raison, il y aura l'installation du gouvernement, les législatives vont quand même bloquer un petit peu les choses. Mais après tout, je suis quand même, j'ai encore en mémoire le processus qui a abouti à l'accord de Nouméa en 1998. Il n'a pas pris 1 an et demi non plus. Alors, même si l'intention était ancienne, la finalisation de l'accord et les dernières discussions jusqu'à quasiment la veille de la signature étaient encore en cours. Donc, dès lors qu'on va retrouver le souvenir qu'on a parcouru ces 3 référendums et qu'il y a eu 3 fois une réponse claire. Et 3 fois non, ça veut dire non. Hein. Donc moi, je veux bien qu'on explique que 3 fois non, ça veut pas dire non, mais enfin, non, non, je veux pas. On s'aperçoit que c'est d'ailleurs peu contesté. Hein. Il n'y a pas vraiment C'est pas contestable de toute Oui, façon. mais il Voilà. n'y a pas de Et contestation. il peut pas y en avoir. Donc, mais c'est pas juste un épiphénomène. Les Calédoniens se sont exprimés 3 fois, ils ont dit 3 fois non. À partir de là, il peut y avoir des déclarations, il peut y avoir des postures. D'ailleurs, certains termes qui sont utilisés ces derniers temps sont tout à fait à la fois inappropriés, voire scandaleux. Mais je veux pas rentrer dans la polémique parce que je suis convaincu qu'au fond, cette volonté de dialoguer, de reprise du dialogue, elle est partagée par l'ensemble des acteurs politiques. J'en suis convaincu. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix, Elisabeth Noir. Je veux bien qu'on m'explique quelle est notre solution miracle, mais ça fait quand même maintenant 34 ans qu'on éprouve une recette basée sur 2 ingrédients, le dialogue et le consensus. Et personne ne dit que c'est simple, et parfois c'est un peu amer, un peu acide, un peu pimenté, mais en tout état de cause, ce sont les seuls ingrédients qui nous permettent depuis 34 ans d'avancer ensemble. Donc, je ne vois pas d'autres ingrédients, là-dessus je suis assez traditionnaliste, je dirais. Il faut simplement qu'on s'en souvienne et que le 3e référendum qui a soulevé des objections, et voilà, je ne reviens pas là-dessus, il soit digéré et qu'on passe maintenant, définitivement, concrètement, vers l'avenir. Parce que les Calédoniens, eux, d'abord, ce qu'ils vivent au quotidien, ce n'est pas nécessairement toujours des problématiques institutionnelles, c'est des problématiques de la vie chère, d'abord, tout court, des problématiques de pouvoir d'achat, de logement, d'éducation. Puis, ils se questionnent, et notamment les acteurs économiques, et pas seulement ici, sur l'avenir du territoire. Donc il faut qu'on fasse très très vite pour éviter de continuer de perdre en attractivité, restaurer la confiance, et pas seulement des investisseurs, même si je pense à eux, mais des Calédoniens en général, des jeunes, hein, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se posent la question de savoir s'ils reviennent ou s'ils ne reviennent pas après leurs études en fonction de... Enfin voilà, on ne va pas vous expliquer ça pendant très longtemps, vous en êtes convaincus, j'en suis sûr. Il faut vraiment maintenant qu'on passe à la vitesse supérieure. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Maintenant, la situation est stabilisée, le président a été réélu. Il y a encore 1 mois ou 2, évidemment, d'élections législatives. Mais après, il faudra qu'on fasse très vite parce que, je le rappelle, juin 2023, c'était pas une coquetterie. C'est un juin 2023, c'est le temps qui est nécessaire pour que les Calédoniens approuvent un nouveau modèle institutionnel pour qu'ensuite on modifie la Constitution et qu'enfin de nouvelles élections soient organisées en mai 2024. Avant de mai 2024. Donc le calendrier est quand même assez contraint. Alors forcément, on se pose la question. Vous avez envie d'y participer à ces discussions? Vous avez envie d'y participer comme député? Est-ce que vous êtes candidat à votre succession législative? Pour l'instant, vous avez refusé de le dire. Oui, Et là, quand même, les délais courent, hein, maintenant, on se rapproche. Oui, Hein. oui, c'est vrai, mais je suis à la fois flatté de cette impatience. Non, mais je la comprends plus sérieusement, bien sûr. Simplement, je vous dirais la même chose aujourd'hui, Madame Noir, que ce que j'ai pu dire à vos collègues, parce que j'essaie d'être constant. Comme vous le savez, moi, ce que je porte comme conviction très forte, c'est qu'il est nécessaire de constituer ici, ou de contribuer ici, comme en métropole, à une majorité présidentielle, une majorité très large, la plus large possible, dit le président d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce que les enjeux auxquels on va devoir faire face, on a parlé des enjeux institutionnels, mais je parlais aussi d'enjeux économiques, d'enjeux sociaux, les enjeux auxquels la France doit faire face, dans un monde qui est dans un vrai bouleversement, tout d'abord écologique, hein, puisque le réchauffement climatique produit de plus en plus d'effets, il est urgent de passer à la vitesse supérieure, mais pas seulement. La situation internationale, le terrorisme, l'instabilité dans des pays qu'on croyait exempts de tout conflit, je pense évidemment au conflit ukrainien, tout ça, ça va peser sur la vie du monde dans les 5 prochaines années. Et tout de suite, là, dans les 2 prochains mois, on va voir une conséquence qu'on avait
pas prévu, dont on n'est pas responsable, qui va être une augmentation du coût de la vie pour les Calédoniens, et pas seulement à la pompe, qui est directement générée par le conflit ukrainien. Pour faire face à tous ces enjeux, on sort d'une pandémie mondiale, accessoirement, il y a un conflit en Europe. Je pense que les 5 prochaines années ne vont pas être forcément plus simples à affronter. Et donc, il nous faut nous unir, il nous faut être plus forts, ici et en France, enfin en métropole, pour que la France fasse face à ces enjeux, continue d'avoir le rôle majeur qu'elle joue à l'échelle du monde, même si ce n'est pas une des 2 ou 3 superpuissances, elle a récupéré, je le disais tout à l'heure, c'est très important, sa parole et sa crédibilité sur la scène internationale. Donc voilà, toutes ces raisons-là. Donc il faut une unité elle m'amène autour de la majorité présidentielle. Ben oui, c'est parce que, vous le savez aussi, en métropole, la majorité présidentielle réfléchit également dans la perspective. On parle de maison commune, de parti unique. Voilà. Ça pourrait être dupliqué en Calédonie. Moi, je me suis exprimé le 15 mars sur une radio concurrente à la vôtre pour l'appeler de mes voeux, parce qu'il n'y aurait pas de sens à ce que ce constat que je porte à l'échelle nationale ne trouve pas de concrétisation à l'échelle locale. Vous avez vu le 6 avril aussi manifester différents partis une unité par rapport au soutien au coprésident Macron. Il n'y a pas de sens à soutenir un président sans chercher à contribuer à lui accorder une majorité de gestion. Sinon, on ne serait pas logique. Alors, le comité de soutien à Emmanuel Macron ici, il va effectivement de Calédonie Ensemble, Républicains calédoniens. Il y a le MPC, Génération NC, des personnalités comme Sonia Lagarde qui ne sont pas rattachées directement à un parti. On a par ailleurs aujourd'hui les Républicains calédoniens qui lancent un appel à l'unité, manifestement en vue aussi de ces élections législatives. Qu'est-ce que vous leur répondez? On parle d'une nouvelle ère, d'une unité, là aussi, qui pourrait se faire autour de la majorité présidentielle, mais pas seulement. Quelle est votre position? Vous répondez à ces mains tendues? Alors, je vais répondre sur votre antenne à cette main tendue et je vous indique que Calédonie Ensemble répond très favorablement à cet appel à l'unité. Notamment pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que je crois vraiment qu'il est indispensable pour faire face à l'ensemble de ces enjeux à la fois locaux et nationaux, que nous nous regroupions. Donc je salue, moi, cette initiative et je salue la responsabilité de ceux qui ont signé cette tribune. Elle n'est pas naturelle ou classique, mais elle est nécessaire. Et Calédonie Ensemble s'y inscrit. On s'y inscrit totalement. Pas seulement, et vous l'avez dit, parce que cet appel à l'unité des forces non indépendantistes va au-delà de la majorité présidentielle. Pourquoi pas, si ça le permet. Mais pour faire simple, il reste le Rassemblement et le Rassemblement national qui sont pour le maintien de la Calédonie dans la France, mais qui ne sont pas dans la majorité présidentielle. C'est ça. Vous pensez qu'il faut travailler avec eux aussi, qu'il faudrait les associer dans cette maison commune? Mais oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Alors, la question, de toute façon, ils apporteront leur réponse. Là, l'appel, il n'est pas seulement dans la majorité présidentielle. Moi, je m'inscris dedans, mais c'est pas mon avis qui compte. Qu'est-ce que je comprends de cet appel et pourquoi on répond très favorablement à cet appel? C'est parce que, encore une fois, les enjeux d'avenir et les attentes des Calédoniens nous obligent, Madame Noire. Ils nous obligent à faire mouvement, à nous tourner vers l'avenir, pas de manière naïve, en étant conscients non seulement des enjeux qu'on identifie, mais des menaces aussi qui pèsent, à la fois dans le monde, mais dans notre région, et particulièrement sur la Nouvelle-Calédonie. Et pour faire face, et pour notamment contribuer aux délais très courts qui nous conduiront demain à trouver une solution à l'avenir institutionnel, il vaut mieux qu'on soit regroupés. De la même manière que les indépendantistes le sont, je pense que les non-indépendantistes ont tout intérêt aussi à aborder ces discussions le plus vite possible, regroupées. Pour être très pratique, il y aura de toute façon des investitures de l'AREM qui vont être données en Nouvelle-Calédonie ou de la majorité présidentielle. Il n'y a que 2 candidats qui les auront, un dans la première et un dans la deuxième. C'est ce qui justifie ce rassemblement, c'est que vous allez décider entre partis lesquels seront les meilleurs candidats ou les mieux représentés, enfin les plus représentatifs pour avoir l'investiture? Non, je crois que c'est en métropole que se décident ces investitures, j'en suis même sûr. Enfin, ils vont vous écouter quand même, j'imagine. Ils vont quand même vous demander votre avis, non? C'est pas eux qui vont décider depuis Paris, forcément, qui va se présenter. Non, bien sûr, mais l'enjeu n'est pas seulement celui des législatives. Je veux vraiment insister là-dessus. Mais il l'est aussi. Il l'est aussi, et c'est le premier qu'on a, parce que le prochain rendez-vous, c'est celui-là. Mais cet appel n'aurait pas de sens, et d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il est construit, s'il était seulement pour les législatives. Il va bien au-delà, et pour ceux qui ont l'occasion de lire cette tribune, ils le verront à la lecture. Donc on va au-delà des législatives, on va sur la recherche d'une unité parce que, encore une fois, le fractionnement du paysage politique,
qui conduit d'ailleurs, entre autres choses, à permettre aux indépendantistes de diriger le pays, alors qu'ils ne sont pas majoritaires au plan électoral dans le pays. Donc on peut continuer à creuser nos dissensions, ça ne va pas servir les attentes des Calédoniens, ça ne va pas nous permettre de contribuer à la résorption de leurs problèmes, ça ne va pas non plus apporter une image très représentative dans les institutions aujourd'hui, mais du fait de ces dissensions. Et puis, encore une fois, les enjeux qui arrivent sont monstrueux, ils sont colossaux. Alors, à notre échelle, l'enjeu institutionnel est très important. Je redis encore avec beaucoup de gravité que je crains. Je suis certain que les 2 ou 3 prochains mois seront très durs à affronter au plan du pouvoir d'achat pour les Calédoniens et qu'il est très urgent de formuler des propositions et d'être actif pour aider les Calédoniens à franchir ce cap qui va être très très difficile et peut-être très long. Et puis, par ailleurs, l'expérience de ces 5 années nous montre que tout d'un coup, on peut tomber sur une pandémie qui a quand même menacé l'économie calédonienne et détruit quelques emplois alors qu'on était très éloigné de tout ça. On est dans une région du monde où le conflit États-Unis-Chine s'installe durablement, où la menace islamiste et terroriste n'est pas du tout éradiquée et où il y a des pays dans la région qui faisaient dire au chef d'état-major des armées « malheur aux petits, malheur aux isolés ». Vous souhaitez donc qu'il n'y ait qu'un seul candidat loyaliste par circonscription? Alors, je sais qu'il y aura une investiture large, puisque... Ouais, ce serait la logique. Je crois que pour l'instant, c'est pas normal dans une législative qu'il y ait une concurrence. Il y a 2 tours. Mais d'abord, tout le monde est tout à fait libre de se présenter. La dernière fois, il y avait 12 candidats dans la première circonscription. Et puis voilà, j'ai absolument rien à dire là-dessus. C'est tout à fait normal. C'est le système démocratique qui le permet. Et donc, c'est très bien. Le regroupement ou une investiture ou une candidature unique, elle va se faire de toute manière dans le cadre de la majorité présidentielle. Parce que c'est comme ça, si j'ai bien compris, que dans les 577 circonscriptions, des investitures vont être données. Et ensuite, chacun sera libre de considérer qu'il est représenté par ces candidatures, ou ces investitures, uniques, ou pas. On a déjà des candidats qui se sont lancés, d'autres s'annoncent bientôt, je crois, et puis voilà, donc on verra à la fin, et puis les Calédoniens, surtout, auront l'opportunité de choisir le représentant qu'ils veulent. Est-ce qu'ils vont s'y retrouver? Parce que vous connaissez l'histoire politique récente comme moi. Les partisans du maintien dans la France passent leur temps à se diviser, à se taper dessus, puis à se réconcilier, puis à se rediviser. Est-ce que les Calédoniens arrivent à suivre? Devant les ennemis d'hier qui aujourd'hui semblent se rassembler, est-ce qu'ils peuvent y croire? Je comprends Ceux pourquoi vous posez la question. Ceux qui ont cassé des partis qui aujourd'hui disent non, il faut en faire un seul, tout ça est un peu bizarre. Moi, alors, c'est vrai qu'on pourrait toujours se dire, comme ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Mais le problème de cette réflexion, c'est qu'à ce moment-là, on ne fait rien alors. Et moi, je ne peux pas me résoudre à rien faire. C'est pour ça que cet appel est le bienvenu. Et c'est pour ça, et je ne dis pas que c'est facile, et ce sera facile dans tous les mouvements, que ce soit les Républicains calédoniens de Mme Baquès, le MPC de M. Brial ou Génération de M. Mesdor. J'imagine que bien sûr, il va falloir expliquer des choses et adhérer à la dynamique. Puis il y a des choses qui vous divisent quand même, sinon vous ne seriez pas chacun parti de votre camp. Et heureusement, la question n'est pas est-ce qu'on a gommé toutes nos différences, elles existent. Mais l'intérêt de la maison commune et de la majorité présidentielle, c'est justement de faire en sorte de ne pas perdre du temps lorsque c'est possible, à défendre des opinions qui sont contraires et qui aboutissent à un affaiblissement de cette parole, mais à trouver des équilibres, c'est-à-dire exactement la même méthode que celle qu'on emploie, je le disais tout à l'heure, au plan institutionnel depuis 34 ans. Et ce qui est d'ailleurs la marque de fabrique du système calédonien, c'est le consensus. Parce que sinon, si on n'était pas sur un consensus, on ne serait pas sur l'histoire qu'on a vécue, on ne serait pas sur un gouvernement proportionnel, collégial et solidaire, dont je sais qu'il a des difficultés à fonctionner, mais néanmoins, c'est quand même bien l'inspiration. Donc le consensus, c'est-à-dire non pas l'oubli de ce qu'on est, nos différences et de nos convictions, mais ça doit nous conduire partout, tout le temps, et en l'occurrence là, entre formations non indépendantistes, à trouver des équilibres. Quand est-ce que la majorité présidentielle désignera ses candidats ou dira à qui elle donne l'investiture? Vous avez un calendrier? Ce que j'ai entendu de la part des journalistes bien informés parisiens, c'est qu'il pourrait y avoir la semaine prochaine, peut-être un premier wagon d'investiture, à moins que tout soit donné en même temps. Comme député sortant ayant soutenu Emmanuel Macron aux 2 tours, vous avez quand même toutes vos chances d'avoir l'investiture de la REM. Écoutez, on verra, mais je comprends votre impatience et je vais attendre le résultat de ces réflexions. Mais vous souhaitez être candidat parce qu'on ne va pas vous forcer à l'être. Alors, oui, non. Vous avez envie de l'être ou non?
Oh oui, Ça compte. oui, ça compte, bien sûr. Je ne vais pas vous cacher que ce travail que j'ai mené, et la capacité, avec quelques regrets aussi, hein, la capacité à faire avancer les dossiers, à essayer de répondre, et pas seulement dans des dossiers administratifs, mais parfois des situations personnelles, et parfois très difficiles, bref, mais sur lesquelles je ne reviens pas, le fait de pouvoir aider, de pouvoir accompagner, à la fois des gros dossiers, bien sûr, avec des très gros enjeux, mais aussi des dossiers un peu plus petits ou simplement des situations individuelles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu pendant ces 5 années. Et depuis ces 5 années, je suis évidemment un peu plus réseauté, je dirais. Je suis beaucoup mieux installé dans cette fonction que je ne l'étais évidemment en 2017, où je devais tout découvrir. Donc il serait plus logique que ce soit vous qui ayez la réussite. Écoutez, on verra ça Ah, bientôt. vous dites rien, Philippe Gomez, il a dit qu'il n'était pas candidat. C'est vrai. Il vous l'avait dit avant, j'imagine, ça vous a pas surpris et Non. vous trouvez ça. La vraie raison, c'est quoi? Il invoque son âge, il invoque, bon, il est pas encore si vieux que ça. Non, bien sûr. Non, voilà, je ferai très attention avec ça, bien sûr. Non, mais je crois que non, mais Philippe Gomez a été clair et ça m'a pas surpris, non, parce que les motifs qu'il a évoqués sont ceux dont on avait connaissance aussi par ailleurs, tout en finissant, bien sûr, parce qu'on ne va pas partir au milieu du gué, le mandat d'élu provincial et d'élu du Congrès qui sont les siens encore aujourd'hui. Si vous êtes candidat, si, hein, j'ai bien dit, si vous êtes investi par la majorité présidentielle de la première circonscription, on imagine que dans la deuxième circonscription, pour que tout le monde s'y retrouve un peu, soit quelqu'un originaire d'un autre parti non indépendantiste? Ce serait difficile pour moi quand même de revendiquer Les deux deux circonscriptions investitures. pour Oui, ce coordonner serait pas ensemble. très logique. Et puis d'ailleurs, en l'occurrence, l'objectif à la fois de la majorité présidentielle, des investitures communes et de l'équilibre qu'on est censé rechercher sur tous les sujets, notamment sur celui-là en Nouvelle-Calédonie, c'est d'assurer une plus large représentativité possible, mais dans une, je dirais, unité d'expression et de programme, parce qu'à Paris, il n'y a quand même que 2 députés sur 577. C'est quand même mieux, quelle que soit leur étiquette de parti ici, qu'ils soient dans une même dynamique et qu'ils soient au soutien et à l'écoute de la majorité présidentielle. Donc on s'acheminerait vers des campagnes, une campagne commune de la majorité présidentielle en Nouvelle-Calédonie pour deux candidats Ah, qui... je sais pas, c'est trop tôt. Bon, bah, vous nous le direz quand vous serez candidat quand même. Je reviendrai si vous m'invitez. C'est le 12 juin, c'est bientôt les élections. Ça vient donc, vite, oui, ça vient vite. Ça vient vite. Merci en attendant d'avoir accepté notre invitation dans Merci. ce magazine Transparence. Un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45 et qui sera disponible dans un instant en podcast audio et vidéo sur votre site internet. Passez une excellente après-midi. Prochain rendez-vous d'infos à 13h. C'était le magazine Transparence présenté par Elisabeth Noir.